Terrain social. Hugues Chevarin. Bernard Friot. Bernard Friot, économiste, sociologue et professeur émérite à l'université Paris X Nanterre, fait la proposition d'un salaire à vie pour tous comme alternative au salariat capitaliste, à cette intermittence selon ses propres dires. Est-il possible, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'organiser de nouveaux rapports de travail pour en finir avec le capitalisme ? Terrain social s'interroge aujourd'hui sur qui pourrait porter cette évolution, cette révolution et les luttes qui en découleraient. Y a-t-il, dans nos sociétés, un désir de communisme ? Terrain social. Bonjour Bernard Friot, bienvenue dans Terrain social. Quelle est votre définition du salaire à vie et en quoi cela permettrait-il de sortir du capitalisme ? Alors, le salaire à vie, c'est la reprise, l'actualisation, la généralisation d'une invention de 1946 lorsqu'est créé le régime général. Lorsqu'on crée le régime général de sécurité sociale en 1946, on socialise le salaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est plus chaque employeur qui paye la retraite, les allocations familiales ou les indemnités de maladie, le chômage ensuite, à ses salariés, mais les employeurs cotisent, les entreprises cotisent sur une partie de la valeur ajoutée par le travail des salariés au demeurant, et c'est la caisse du régime général, gérée par les travailleurs eux-mêmes, de 1946 à 67, ce sont les travailleurs qui gèrent le régime général, qui va, à la place de l'employeur, payer les salariés. Ça va permettre de dissocier le salaire de l'emploi. Des gens qui n'ont pas d'emploi, par exemple les parents, en tant que parents, les retraités, vont pouvoir toucher du salaire. C'est du salaire, c'est pas du tout une allocation financée par l'impôt, c'est du salaire financé par les employeurs, alors même qu'ils ne sont pas en situation de subordination à un employeur. C'est cette dissociation entre la subordination à un employeur et la perception d'un salaire qu'il faut généraliser à tous aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui être reconnus comme travailleurs. La loi d'août 46 sur les allocations familiales pose les parents comme des travailleurs qui ont droit à du salaire, par exemple. La loi qui également étend le régime de la fonction publique à tous les salariés du privé en matière de retraite, en faisant de la retraite non pas la contrepartie des cotisations passées, mais la poursuite d'un salaire de référence, pose également les retraités comme des travailleurs. Nous ne sommes pas des travailleurs par intermittence, comme le veut le capitalisme, mais c'est là qu'on en arrive à votre question, est-ce que ça nous permet de sortir du capitalisme ? Et là, on va pouvoir développer ce point. Alors, avant d'aborder vraiment ce point, je reviens quand même sur l'idée de la mise en situation de sécurité sociale d'un certain nombre de choses, dont le salaire. Et vous avez cette formule particulière qui est le salaire à la qualification personnelle. Est-ce que vous pourriez éclairer un peu plus cette notion ? Oui, alors là, on n'est pas renvoyé directement à 1946, la création du régime général, mais à une autre loi de 1946, la loi d'octobre 46 sur le statut de la fonction publique. Et le statut de la fonction publique a ceci d'extrêmement novateur, que les fonctionnaires sont payés non pas pour leur poste, un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire, mais pour leur grade. Un fonctionnaire, il a un grade, il est je sais pas quoi, il est professeur agrégé, il est au 6e échelon, il est à l'indice 425, enfin qu'importe, il a un grade. Et ce grade définit une qualification qui lui est personnelle. La qualification qui reconnaît notre contribution à la production de valeur économique, c'est pas du tout la certification, c'est pas le diplôme. On peut être très qualifié sans aucun diplôme. La qualification, ça renvoie à l'expérience professionnelle.
la qualification qui est liée au poste de travail dans le privé, dans la convention collective. C'est pour ça qu'il y a des chômeurs, parce que si vous n'avez pas de poste, enfin, vous êtes sans ressources. Hein. Là, la qualification, elle devient un attribut de la personne même. Hein. Le grade du fonctionnaire exprime sa qualification. C'est un attribut de la personne du fonctionnaire. C'est pour cela d'ailleurs que la retraite des fonctionnaires, j'y faisais allusion tout à l'heure, depuis le 19e siècle, c'est la poursuite de leur dernier salaire. Pourquoi ? Parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour le poste qu'il tient, mais il est payé pour le grade qu'il a, et ce grade, il l'a à vie, jusqu'à sa mort. Ben, il peut progresser. Hein. Quand je dis à vie, ça ne veut pas dire qu'on a le même toute sa vie, on peut progresser par des épreuves de qualification. Et là, effectivement, le salaire à la qualification personnelle, c'est la proposition d'étendre à tous ce mode de rémunération. Hein. C'est déjà le cas lorsque Croizat, ministre communiste donc du Travail, qui crée le régime général de sécurité sociale, dit les parents ont droit à du salaire, les retraités ont droit à du salaire, donc il dissocie le salaire du poste de travail. Le statut de la fonction publique fait la même chose et il s'agit de généraliser ça à tout le monde aujourd'hui. Alors, avant d'en venir à sa mise en place, aux luttes éventuelles qu'il faudra mener pour permettre la mise en place de ce salaire à vie pour tous, il y a en Allemagne actuellement une expérience qui va être tentée de revenu universel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence ? Ah ben, elle est totale. Alors vous avez effectivement cette expérimentation sur 120 ou 140, 180 personnes, enfin quelques dizaines de personnes, financées par du crowdfunding, enfin financées par des dons privés. Hein, ça fait depuis longtemps que des groupes en Allemagne réclament cela. Et donc vous allez avoir à Berlin une expérimentation de, je ne sais pas si c'est selon les sources, 1200, 1400 euros par mois pendant 3 ans. À un échantillon de personnes et on va observer leur rapport à la vie sociale, leur rapport à leur avenir. Enfin, ce sont des considérations essentiellement psychologiques et de comportement, mais qui n'ont absolument rien à voir avec un projet s'agissant du salaire à la qualification personnelle. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Les travailleurs indépendants ont été dans les choux, puisque c'était leur activité. C'est leur activité qui décide de leur rémunération, pas d'activité, ma foi à poil. Les salariés du privé qui ont un emploi et donc une qualification liée au poste, ils ont bénéficié du chômage partiel, mais ça n'a compensé qu'à 84% leur salaire, et puis ça va baisser, on va être à 70%, etc. Ceux qui ont conservé leur salaire, c'est les fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que c'est leur personne qui est reconnue. Et qui est reconnu d'un point de vue économique. Ils sont posés comme produisant de la valeur, et donc c'est eux qui produisent la valeur, c'est donc à eux que doit revenir la valeur ajoutée sous forme socialisée, et ça vaut pour tous les travailleurs. Or là, il ne s'agit pas du tout de ça, il ne s'agit pas du tout de poser nos personnes comme ayant des droits sur la valeur économique, comme ayant des droits de diriger la valeur économique, comme ayant des droits de nous substituer à la bourgeoisie pour décider du travail. Pas du tout. Il s'agit de vérifier si quand on a des sous, on n'est pas paresseux. Si quand on a des sous, inconditionnel, on ne perd pas du lien social ou au contraire, on en améliore, enfin, de la fantaisie. Alors, on en vient effectivement au cœur de la lutte que vous souhaitez mettre en place, l'offensive pour mettre en place ce salaire pour tous. Aujourd'hui, les syndicats en France sont en état de faiblesse, on va dire, pour pas dire de mort clinique pour certains. Le travail qu'avait réalisé la CGT de 1895 à 1945, c'était 50 années de lutte. Aujourd'hui, vous parlez de 40 années de recul. Donc, on part avec peu de moyens, visiblement. D'une part, la dynamique, l'offensive syndicale ne s'est pas arrêtée en 1945. Elle s'est prolongée jusque dans les années 70 à peu près. Et donc, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de possibilités que n'en avaient ceux qui, au début du XXe siècle, se sont attaqués à la puissance patronale en construisant la CGT, le Parti communiste, enfin un certain nombre d'outils, disons, collectifs de conquête de droits. Si ces outils aujourd'hui sont en difficulté, c'est parce qu'il y a eu renoncement à conquérir des droits, précisément.
renonciation à conquérir des droits sur le travail. Le, le, il y a une espèce pour le moment, de tétanie dont il faut sortir. Je ne vois pas d'autre façon de sortir que une attitude collective. Il ne s'agit pas d'envoyer les gens au casse-pipe individuellement, bien sûr. Une attitude collective de travailleurs qui disent on en a marre de travailler dans des conditions telles qu'elles sont en train de créer de la pandémie, avec des pandémies à répétition, qui nous mènent dans le mur d'un point de vue écologique, qui construit des territoires complètement déserts à côté de métropoles invivables, etc., etc. Nous n'en voulons plus. Nous ne pouvons plus assumer une telle production. Oui, mais cela c'est dit, nous qui produisons, c'est nous qui décidons de produire. Il n'y a pas de réaction. On est dans un terrain d'un calme terrible. Ah non, vous avez plusieurs réactions très importantes. Vous avez d'abord tous ceux qui sont en sécession. Toutes celles et ceux qui sont en sécession, vous avez toute une part importante, surtout chez les jeunes, mais pas que, qui décident de ne plus travailler dans cette logique-là et de travailler de façon nouvelle. Il y a aujourd'hui des tas d'entreprises alternatives, des tas de lieux où s'expérimentent des formes nouvelles de mise au travail collectif. Ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est marginal encore. C'est pour ça qu'il faut créer des institutions macroéconomiques, comme on dit, pour que cette marge-là ne soit pas absorbée par le capital. Mais ça, c'est très important. Vous avez également, c'est négatif, d'accord, mais si nous savons le retourner, ça devient extrêmement positif. Vous avez le fait qu'il n'y a plus d'adhésion à ce que la bourgeoisie capitaliste nous fait produire, y compris chez les cadres. C'était impensable il y a 50 ans que des cadres soient à ce point en refus de ce qu'on leur fait faire. Donc, évidemment, la souffrance au travail, le fait d'aller au travail en traînant les pieds, le fait de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait, c'est pas suffisant. Il faut transformer ça en volonté de travailler comme nous l'entendons. Oui, bien sûr, mais vous avez dans les syndicats des travailleurs qui sont absolument déterminés à non pas chercher un repreneur si le groupe multinational qui possède leur entreprise met la clé sous la porte, mais de conquérir la propriété collective de l'outil de travail. Ça, c'est des choses également nouvelles qu'on a vues pour Scopti, qu'on a vues pour la Belle de l'Aude, enfin pour un certain nombre de transformations de filiales de groupes internationaux qui mettaient la clé sous la porte en coopérative gérée par les travailleurs eux-mêmes. Tout ça est tout à fait neuf, tout ça est passionnant et tout ça est porteur d'avenir. Votre livre, Un désir de communisme, qui paraît chez Textuel dans la collection Conversation pour demain, rappelle le besoin que vous voyez d'un en commun dans la société. Mais qui peut porter ça vraiment aujourd'hui ? Les exemples que vous nous donnez, comme vous le dites vous-même, sont à la marge. Qui va structurellement porter ça ? Mais écoutez, la question se posait en 1880 de la même façon. C'est-à-dire que nous avions là un capitalisme absolument triomphant et même une adhésion assez massive à ce qu'il proposait. Et puis, vous avez des travailleurs qui se regroupent, qui constituent la CGT, qui constituent en matière politique la SFIO, qui se transforme en Parti communiste en 1920, en permanence. C'est ça qu'il faut savoir observer pour sortir d'un pessimisme collectif extrêmement délétère. En permanence, vous avez une victoire de la vie sur la mort. En permanence, vous avez des personnes qui ne renoncent pas et qui collectivement s'organisent. Je participe, moi, par exemple, dimanche prochain, à une fête de la paysannerie en Dordogne, où la Confédération paysanne, des partis comme le Parti communiste, les Verts, enfin, etc., vont proposer à
lors de cette fête, donc à des gens qui ne sont pas forcément des militants, une sécurité sociale de l'alimentation qui va permettre justement de donner de sortir de la marginalité toutes les initiatives nouvelles en matière de production alimentaire, de distribution alimentaire qui nous feront sortir de l'agrobusiness, de la grande distribution, etc. Mais encore une fois, tout dépend du type de lorgnette qu'on a. Si on est décidé à ne voir que la défaite, on ne voit que la défaite. Mais si on a une oreille vraiment et un œil attentif à tout ce qui bouge, à tout ce qui est décidé à sortir de l'impuissance sur le travail, à sortir de la folie dans laquelle l'organisation capitaliste du travail nous conduit, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a énormément d'interrogations. Il n'y a pas de jour où je ne reçoive un courrier de quelqu'un qui me dit voilà, je ne me sens pas comme héritière de telle ou telle fortune légitime pour en décider. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ça au service du bien commun? En permanence, c'est ça. À partir du moment où ce que l'on dit rejoint des aspirations profondes des personnes, vous allez avoir des jeunes qui ont été des gagneurs sur la City à Londres et puis qui à 35 ans en ont ras-le-bol, qui se sont fait complètement essorer et avoir et qui viennent là aussi discuter avec moi, etc., tout le temps, en permanence. Il y a aujourd'hui une efflorescence de désir de communisme. Merci Bernard Friot. Vous faites paraître aux éditions Textuelles, collection Conversation pour demain, Un désir de communisme, une série d'entretiens avec Judith Bernard. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.